Salam alaikum. J'espère que tout le monde s'est bien reposé, surtout les associations qui ont fait des milliers de kilomètres pour être là. Nous voilà entamé notre deuxième journée Collabo Pharma 2011. Le premier thème, bien sûr, est présenté par Dr Aznag, cardiologue à Agadir. Je donne la parole à Dr Aznag. Oui, c'est le thème de la douleur thoracique. Remercier l'association, le président ainsi que le comité organisateur pour m'avoir convié à cette réunion, mais je voudrais surtout les féliciter et puis vous féliciter tous parce que ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que les gens qui travaillent en pharmacie sont aussi dynamiques et sont aussi intéressés pour apprendre des choses et pour évoluer, et je suis vraiment sincèrement content et je vous renouvelle encore mes félicitations. Lors de la préparation de votre réunion, le docteur Azaou, qui d'ailleurs m'a fait connaître votre association, m'a proposé de parler de ce sujet qui est les douleurs thoraciques. J'avoue, c'est un sujet, je vais essayer de me mettre ici, c'est un sujet qui est très intéressant, très vague, mais comme vous allez le voir, c'est intéressant parce que ça englobe un certain nombre de maladies qui sont plus ou moins connues des gens et qui des fois mettent en jeu la vie du patient. Donc les douleurs thoraciques, la diapositive suivante s'il vous plaît. Comme vous le savez, comme vous le devinez, il s'agit du thorax. Alors le thorax, je vais essayer de parler de façon très simple parce que les termes techniques ils sont un peu compliqués. Donc le thorax, comme chacun le sait, c'est la partie du corps qui est située entre le cou et le ventre. Le thorax, c'est la cavité qui comprend essentiellement deux organes vitaux qui sont le cœur et les poumons. Mais bien sûr, il y a d'autres organes au niveau de la cavité thoracique, comme on va les voir tout à l'heure. Le thorax est composé, donc c'est une boîte très, très solide qui est limitée par le sternum en avant, la colonne vertébrale derrière et les côtes, comme vous le savez. Et à l'intérieur, il y a le cœur, il y a les poumons. Et il y a l'œsophage et la trachée, et puis il y a les vaisseaux sanguins. Je vous ai mis ici un cliché, c'est une radio que vous avez sûrement déjà vue. Donc une radio du thorax qui, pour le médecin, est un élément très précieux parce qu'en analysant ce cliché, on peut se faire une idée sur un certain nombre de maladies. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour un employé de pharmacie, c'est... Je pense un peu comme partout dans le monde et particulièrement au Maroc, il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons soit matérielles, soit pour faire vite, les gens ils sentent une petite douleur, une petite gêne, aller voir le médecin, prendre un rendez-vous, attendre dans la salle d'attente, etc. C'est compliqué. Souvent les gens ils disent on va aller demander un avis au pharmacien ou à un employé de pharmacie. Donc les gens quand ils viennent vous voir pour la douleur. La douleur c'est quelque chose de très vague. Alors on a mal et c'est toujours difficile d'analyser, de savoir si la douleur que ressent le malade est quelque chose de très grave ou pas grave. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a trop fumé, parce qu'on a respiré de l'air qui n'était pas bien, parce qu'on a attrapé froid, mais on peut aussi avoir mal à la tête parce qu'on a une hémorragie méningée ou une tumeur cérébrale. Donc c'est très difficile de faire la part des choses. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que le malade, quand il vient vous voir, c'est qu'il a mal. Un malade qui franchit le pas pour demander l'avis à quelqu'un, c'est qu'il souffre vraiment. Sinon, il reste chez lui ou il essaie de prendre une aspirine ou un doliprane. Donc, il a mal. Il faut, à votre niveau, distinguer deux choses fondamentales. Un malade qui vient, il y a deux types de douleurs. On a les douleurs dites chroniques, c'est-à-dire une douleur qui évolue depuis 30 ans, 3 شهور, 4 شهور, يجيك يقول لك ودي عندي شي حريق في صدري هذه شي شهرين 3 شهور خديت هاد الدواء j'ai vu هاد le médecin. C'est une douleur chronique. Déjà
en présentant les choses comme ça, ce n'est pas grave. C'est pas très très grave. On a le temps de réfléchir, on a le temps d'orienter le malade pour qu'il aille voir un médecin ou un radiologue ou pour qu'on réfléchisse un petit peu. Et puis, on a la douleur aiguë. Alors la douleur aiguë, c'est quelque chose, c'est toujours sérieux, c'est toujours sévère. On ne peut jamais dire à quelqu'un qui est assis tranquillement, et puis d'un seul coup, il a une douleur en coup de poignard dans la poitrine ou dans le ventre ou dans la tête, on lui dit c'est pas grave. C'est quelque chose de sérieux, donc une douleur aiguë, c'est une douleur qui apparaît de façon brutale et que le malade, il décrit très bien. Donc, quand on a une douleur aiguë, il faut prendre 1 minute, 2 minutes pour essayer de voir un petit peu. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, dans le cadre de la douleur thoracique, la douleur que le malade décrit, il y a toujours, il faut voir le contexte de la douleur. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture il y a 2-3 jours, l'accident avec un coup de volant ou un coup de ceinture, et qui dit, bon, j'ai mal à le thorax, j'ai mal du côté du cœur, et quand on lui pose la question, il a eu un accident, on comprend que c'est très probablement en rapport avec l'accident ou en rapport avec un traumatisme qu'il a eu, ou il est tombé. Donc, c'est relativement moins grave, mais on sait déjà qu'on peut l'orienter vers quelqu'un qui va l'examiner dans ce sens. Et puis, je vous ai mis ici 3 notions qui sont très... il y a une petite erreur ici. Qui sont très simples, mais croyez-moi, qui sont fondamentales. C'est-à-dire que, avec quelques notions, comme ça, on peut savoir déjà grosso modo à quoi correspond une douleur. Un malade qui a très mal à la poitrine, à chaque fois qu'il respire. Quand il ne respire pas, il a pas mal. كيقول لك ملي كنطلع النفس كنحس صدري كيتوقف ملي كنطلع النفس كتشدني النخسه هاد النخسه معروفه. En général, quand on dit ça, c'est un problème de respiration. C'est on inspire, on a du mal à respirer. Alors, déjà, quand on a ça, si le malade est, comme j'ai dit, il est tombé sur la poitrine, ou il a reçu un coup de poing, ou il a joué au foot, il a reçu un coup de tête, ou il a reçu un ballon, c'est sûrement parce c'est la douleur qui le gêne, c'est ça qui lui fait mal quand il respire. Mais si le malade vous dit, je n'ai rien du tout, mal avec la coura, ma عندي l'accident, la walou, بقيت جالس فقت مع 3 الصباح كيتوقفني النفس ما كنقدرش نتنفس. Alors là, c'est sûrement quelque chose qui est en rapport avec son poumon ou avec sa plèvre. Je vous expliquerai tout à l'heure que le poumon, il est dans un sac. La cavité pleurale, c'est comme si vous mettez un ballon dans un sac. Et le ballon, c'est le poumon, et le sac, c'est la plèvre. Donc, si le malade respire et il a mal, c'est une douleur qui est déclenchée par la respiration, c'est très probablement un problème pulmonaire ou pleural. Maintenant, si le malade, il a mal à la poitrine, et il vous dit, à chaque fois que je bois, je pense que même si on n'est pas médecin, on se dit, c'est parce que le malade il avale par l'œsophage, donc c'est là qu'il y a le problème. Il y a des gens qui ont des cancers de l'œsophage, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des œsophagites, il y a des gens donc c'est très probablement en rapport avec ça. Et puis vous avez l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles on est en train de discuter, c'est la douleur d'origine cardiaque, le cœur. Le cœur et les vaisseaux occupent une grande partie de la cage thoracique. Une douleur qui est d'origine cardiaque, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas toujours vrai, mais si quelqu'un vous dit quand je suis assis, je n'ai pas mal. Et quand je marche, je vous assure que même si vous n'êtes ni médecin, ni cardiologue, vous êtes sûr de faire le diagnostic de quelqu'un qui a un problème coronaire, un problème cardiaque. C'est un problème cardiaque. Le cœur, c'est un organe qui bat et qui donne l'oxygène à tout le corps. Donc il donne l'oxygène, le sang, au cerveau, aux bras, aux intestins, aux reins, etc. Quand on est au repos, le cœur il bat à un rythme très lent. 60, 65 battements par minute, tac, 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 régulier. Quand on court, quand on fait un effort, le cœur il bat très vite. Alors, quand il y a un problème au niveau du cœur, dès qu'il bat très vite et que le sang n'arrive pas au cœur lui-même, le malade, il a mal. Donc, que le malade vous dit, quand je suis assis, ça va,
mais quand je monte les escaliers, quand je cours ou quand j'ai un problème, j'ai mal, c'est un problème cardiaque et c'est un problème très sérieux. Alors là, il y a des choses qui peuvent attendre, mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Et qui dit le cœur, dit, c'est vraiment le moteur de tout le corps. Donc si quelqu'un vous dit, je marche, j'ai mal, si il est mal orienté et qu'il prend un traitement et qu'il va voir un médecin, un autre médecin, il y a une proportion de gens qui finissent par mourir, tout simplement. Parce que la douleur, les 4J, c'est un signal d'alarme. C'est comme une voiture qui a un truc qui s'allume, on dit c'est pas grave. Et le moteur il explose, il n'y a rien à faire. Donc à ce moment-là, il faut vraiment savoir que quelqu'un qui vous décrit une douleur à l'effort, c'est toujours un problème de cœur ou de vaisseau sanguin. Quelqu'un qui vous dit, je marche, ça se passe très bien, mais quand je marche pendant 1 kilomètre, j'ai très mal. Je dois m'arrêter pour me reposer. Ça s'appelle en médecine la claudication intermittente. Ça veut dire que le malade, il a un problème, il a un vaisseau où le sang ne passe pas bien et il faut l'envoyer au cardiologue ou au chirurgien pour qu'il voit s'il n'y a pas un problème au niveau d'une artère. Ça veut dire qu'il y a une artère qui est bouchée et que quand il marche doucement, ça va, mais quand il veut courir, il ne peut pas. Donc, c'est un problème vasculaire. Je pense vraiment que si cette notion a été bien comprise, on peut arrêter le cours maintenant, parce que c'est vraiment très très important. Quelqu'un qui se plaint de douleur à l'effort, c'est un problème cardiaque presque à 99%. Alors, les douleurs thoraciques, comme vous en doutez, c'est très très vague, c'est un sujet très vague, mais en médecine, il y a des maladies, ce qu'on appelle des pathologies, qui sont responsables des douleurs thoraciques et qui sont bien codifiées. Donc, en cardiologie, les 4 principales causes de douleurs thoraciques, je vous ai mis ici en premier l'infarctus du myocarde, la péricardite, je vais vous expliquer tout ça en des termes simples, l'embolie pulmonaire et la dissection de l'aorte. Il y a 4 grandes douleurs thoraciques que normalement les médecins connaissent très bien et que le malade, quand il dit j'ai mal de façon brutale, on pense d'abord à ça. Et puis je vous ai mis en plus une douleur aussi qui est une cause de douleur qui s'appelle le pneumothorax. Et je vais vous expliquer tout ça petit à petit. N'hésitez pas de m'arrêter s'il y a une question ou s'il y a quelque chose de pas clair. Allez-y. Alors le pneumothorax, comme je vous ai expliqué, le poumon est un ballon qui se trouve dans une cavité. On peut dire dans un autre ballon. Et entre les deux ballons, il n'y a rien. Il y a juste un tout petit peu de liquide pour que ça glisse. Donc, je donne toujours le meilleur exemple, le rabose. Rabose, c'est quand on soulève rabose, on crée une dépression et il aspire. Donc, au fait, nous, on respire, c'est pas parce qu'on pousse l'air par là, c'est parce qu'on soulève la cage thoracique. On soulève la cage thoracique et l'air, il rentre par la bouche ou par le nez. Donc, quand on soulève la cage thoracique, on crée ce qu'on appelle cette dépression, une pression négative, et ça fait rentrer l'air à l'intérieur. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de trou dans le poumon, il ne faut pas qu'il y ait de trou dans la cage thoracique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui reçoit un coup de couteau ici. Un coup de couteau, la plèvre elle est ouverte. Quand il inspire, il va faire... L'air va rentrer par là, mais il va rentrer par là aussi. Donc ça rentre par là et ça rentre par là. Et quand ça rentre par là, ça va remplir la cavité, ce que vous voyez en noir. Et à chaque fois que le malade inspire, il y a un peu d'air qui rentre. À chaque fois qu'il inspire, il y a un peu d'air qui rentre, jusqu'à ce que toute la cavité pleurale est pleine d'air. Et quand cette cavité est pleine d'air, le malade ne peut plus respirer. Ça comprime le poumon, ça comprime la trachée, ça comprime le cœur et ça comprime l'autre poumon. Et ça va, ça pousse jusqu'à ce que le malade meure. Donc, la douleur du pneumothorax, si vous me suivez bien, elle est très simple aussi. C'est souvent un sujet jeune, maigre. Il y a des fois, ça arrive aussi chez des gens qui fument beaucoup, mais c'est essentiellement des sujets jeunes et maigres. C'est des jeunes femmes, et c'est une constitution comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui, brutalement, ils ont une douleur. Parce que vraiment,
On ne sait pas pourquoi, mais dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations du monde, les gens décrivent à peu près les douleurs de la même manière. Il l'a décrit très bien. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, c'est un endroit précis, c'est là où la plèvre a explosé. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ce soit un couteau qui est rentré dans la plèvre, c'est la plèvre, soit la plèvre qui s'est ouverte toute seule, soit c'est le poumon, il y a une bulle dans le poumon qui est ouverte. Le malade, il sent ce coup de poignard tout de suite. Et il sent qu'à chaque fois qu'il inspire, il a mal. Et donc quand il vient vous voir, donc là, il y a urgence. Pourquoi? Parce que si c'est un petit pneumothorax, ça s'appelle un pneumothorax, tout simplement parce que pneumo, ça veut dire l'air, et thorax, ça veut dire le thorax. Donc pneumothorax, ça veut dire il y a de l'air dans le thorax. Alors, si c'est un pneumothorax petit, il y a une petite bulle, le malade il a mal, il est très gêné, mais ça va. Il a le temps de dormir, on a le temps. Mais le malade qui a un pneumothorax massif, c'est vraiment la vie du malade en danger. C'est-à-dire, si on n'agit pas à la minute, et à la minute, il faut que le chirurgien ou le réanimateur mette un tuyau ici, comme vous le voyez, pour aspirer l'air. Et le malade, il est tout de suite soulagé. Tout de suite. Ah, alhamdoulilah. Voilà. Ce sont des malades qui sont hospitalisés en réanimation pendant 2-3 jours et puis tout rentre dans l'ordre. Allez-y. Je vous ai donné ici un exemple de pneumothorax. Donc, quand on fait une radio de poumon, voilà, comme je vous ai montré, déjà pour qu'on se familiarise un petit peu. Donc, le thorax, c'est ça. On a les côtes, on a la clavicule. Au milieu, ce que vous voyez ici, c'est le cœur. Là, les vaisseaux, on les voit. Là, on voit la trachée. Tout ce qui est noir, c'est de l'air. Là, la trachée. Et puis là, le poumon. Alors là, on a un poumon normal. Voilà. Ce que vous voyez, des petits traits très fins, ce sont les vaisseaux dans le poumon. Et là, on voit un malade qui a un pneumothorax. On voit le poumon, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Et là, il y a de l'air. Voilà. Là, c'est de l'air. C'est un pneumothorax. C'est un malade qui a un pneumothorax assez important et qu'il faut qu'il soit drainé. Donc, qu'il faut que l'air soit retiré. Là, c'est un exemple de pneumothorax massif. Ça, c'est une urgence. C'est une extrême urgence. C'est un malade qui n'a quasiment plus de poumons. À chaque fois qu'il aspire, là, c'est vraiment de l'air qui est sous pression et qui pousse le poumon, qui pousse le cœur. Et il faut absolument le drainer en extrême urgence, sinon il risque sa vie. Allez-y. Ça, c'est encore un cas de pneumothorax encore beaucoup plus grave. Vous voyez ici, il n'a plus du tout de poumons et on voit que le cœur est déjà poussé de l'autre côté. Oui? Donc, comme je vous ai expliqué, le pneumothorax, le traitement, il est relativement simple si le malade il est bien orienté. Voilà, c'est le médecin, il met un trou ici, on met un tuyau dans la cavité pleurale. Ce tuyau, il est relié à un bocal qui est relié à une source d'aspiration. Le malade, il reste allongé pendant 2-3 jours. On refait des contrôles tous les jours de radio. Et une fois que le pneumothorax est disparu, on enlève le tuyau et le malade rentre à la maison. Allez-y. Bien, donc ça c'est le pneumothorax. La deuxième cause de douleur thoracique, c'est une maladie qui s'appelle l'embolie pulmonaire. Donc là, on passe vraiment à autre chose. Et l'embolie pulmonaire, c'est une maladie aussi grave que le pneumothorax. C'est une maladie qui est extrêmement grave. Et il y a quelques notions simples à connaître pour pouvoir penser à cette maladie et savoir qu'elle existe. Alors, l'embolie pulmonaire, c'est des termes un peu compliqués. C'est du sang. Vous savez, dans les vaisseaux sanguins, il y a du sang liquide. C'est du sang liquide qui va du cœur vers tous les organes et qui revient par les veines et qui va dans les poumons pour être oxygéné. C'est du sang liquide. Dans certaines circonstances, le sang n'est plus liquide. Il devient des caillots. C'est des caillots de sang. Et ces caillots de sang, ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait des caillots. Parce que dès qu'il y a des caillots, le vaisseau il est bouché. Alors pour différentes raisons, on peut être amené à se retrouver avec des caillots de sang qui sont, c'est du sang coagulé et qui va passer d'une veine et va remonter jusque dans le cœur. La diapositive s'il vous plaît. Je vous ai fait ici un petit schéma pour vous faciliter un peu la vue de la circulation. Le cœur, bon, c'est très simple. Le cœur, pour bien comprendre,
il faut toujours penser que dans le cœur, il y a deux cœurs. Il n'y a pas un seul cœur, il y en a deux. Il y a le cœur rouge, qui est la pompe qui fait circuler le sang dans tout le corps. On a le cœur qui est dans la poitrine, mais le sang, il doit arriver jusque-là, et il doit arriver jusqu'aux gros orteils. Donc, c'est du sang qui est poussé avec une grande pression, il sort de là, il va jusque dans les mains, le thorax, le cerveau, et il repasse par ce gros vaisseau qui s'appelle l'aorte, il descend, et il va aller, c'est un schéma bien sûr, et il va aller vers les intestins, vers les organes génitaux, vers les membres inférieurs et tout ça, avec une grande pression. Donc il faut vraiment une grande pression pour que le sang passe. Ce sang, il amène de l'oxygène, il amène des éléments énergétiques, les cellules, elles utilisent cet oxygène, et elles se débarrassent du gaz carbonique. C'est pour ça que le sang devient bleu. Et quand le sang devient bleu, il remonte par les veines. Ce que vous voyez sous les bras, sous les jambes en bleu, ce sont des veines. C'est pour ça qu'on dit des injections intraveineuses. Et donc les veines, elles ramènent le sang qui n'est pas propre et qui est plein de gaz carbonique. Où est-ce qu'il va aller ce sang? Il va aller vers un petit cœur, bleu là, qui lui va l'envoyer vers les poumons. Pourquoi? Pour que ce sang soit oxygéné et revienne vers le cœur de tout à l'heure. Donc, je récapitule. Le sang, il va dans le corps, il est débarrassé de l'oxygène, il récupère le gaz carbonique, il revient ici, et il va dans les poumons, il est oxygéné, et c'est ça ce qu'on dit dawrat damawiya, ou la circulation sanguine. L'embolie pulmonaire, elle est causée par le fait que, ici, quelque part, ici, sur le trajet, sur les veines, du sang devient coagulé. Et ce sang, quand il coagule, il va passer par là, il va passer par là, et il va aller dans les poumons. Donc vous imaginez un caillot de sang qui arrive et qui bouche complètement un vaisseau. Le malade, il est assis, il est en train de manger avec ses enfants, en train de faire sa prière, je ne sais pas, et puis d'un seul coup, c'est une douleur brutale. C'est la même chose. Le malade, il dit, c'est un coup de poignard au niveau du thorax. C'est une très très grande douleur. Le malade, il a très mal et il ne peut plus respirer. Diapositive, s'il vous plaît. C'est pas grave. Donc, c'est l'embolie pulmonaire, c'est donc, elle est causée par le fait que du sang coagulé est parti de quelque part pour arriver au niveau des poumons. C'est un petit dessin qui illustre un peu beaucoup de situations, mais je vais me concentrer sur un seul sujet, c'est que je vous prends l'exemple de quelqu'un qui a un plâtre. Quelqu'un qui a une fracture et qui a un plâtre, le membre ne bouge plus. Quand le membre ne bouge plus, soit parce qu'on a un plâtre, soit parce que le malade est hospitalisé pendant longtemps, soit parce que dans des situations où une femme a accouché et reste allongée pendant 2, 3, 4, 5 jours, etc. Dans toutes les situations où on ne bouge pas, parce que le sang, pour qu'il reste fluide, il faut qu'il y ait du mouvement. Et surtout dans les veines, le fait de bouger, de marcher, le sang, il continue à circuler. Et chez certaines personnes, quand on ne bouge pas, surtout dans ces situations-là, c'est pour ça que les médecins, quand il y a quelqu'un qui a un plâtre, surtout pendant longtemps et pour une grande partie du corps, on donne ce qu'on appelle les anticoagulants, comme vous le savez, le Lovenox par exemple, les héparines à bas poids moléculaire, ça sert à ça, pour que le sang soit un petit peu fluidifié, pour pas qu'il se coagule dans les vaisseaux. Donc chez cette femme, elle a un plâtre, et quand elle a enlevé le plâtre, ou avec son plâtre, elle va sentir une douleur au niveau de sa jambe qui gonfle, elle a mal, c'est pas ça, elle n'est pas bien, bon, elle vient voir, voilà. Quand vous avez cette notion en tête de quelqu'un qui vient et qui vous dit je cours, un sportif, j'ai un peu mal au mollet, bon, c'est un sportif, c'est une douleur musculaire sûrement. Mais si quelqu'un vient vous voir et vous dit, c'est vraiment, ce que je vais vous dire, c'est vraiment le tableau, hein, c'est quand on a les deux jambes qui sont gonflées, c'est que c'est un autre problème. Mais quand c'est un côté, c'est toujours un problème sérieux. Alors, sans cause apparente, sans raison, ça a gonflé d'un seul coup, et c'est douloureux, très douloureux, le malade ne peut pas marcher, il a un petit peu de fièvre. Mais surtout, une seule notion suffit, la jambe est gonflée. Si vous posez la question, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites, souvent c'est un problème gynécologique.
تحت على الوالده ولا هذه، ولا كنت ناعس في السبيطار فتحوا لي على العظم تهرس من رجلي الى اخره، ولا كان عندي القبص، ولا كنت مسافره من وجده لاكادير وركبت في الكار وجالسه في الكار 12 ساعه ما تحركاتش. Il y a des gens comme ça qui font ce qu'on appelle des phlébites, des thrombophlébite. C'est une coagulation anormale au niveau d'une veine. Avec la coagulation, soit le malade il est pris en charge rapidement, il est traité, il est envoyé au médecin qui va lui donner un traitement anticoagulant et qui va le surveiller, tout rentre dans l'ordre. Soit le malade n'est pas traité, ou avec la thrombose avec le caillot qui il y a un bout de sang de caillot qui se détache, il part dans la circulation et là c'est la catastrophe. Allez-y. Alors, la malade qui a le plâtre ou qui a été opéré, elle a mal à la jambe, il a la jambe qui gonfle, on pense à la phlébite. On l'envoie chez le médecin généraliste ou chez le cardiologue qui l'oriente lui aussi correctement pour qu'on lui fasse un examen très simple qui s'appelle l'écho-doppler. Pour les gens qui ne savent pas, l'écho-doppler c'est un examen très simple, c'est de l'échographie, c'est des ultrasons qu'on envoie sur la région qu'on veut examiner, c'est comme l'échographie pour examiner le bébé. On envoie des ultrasons et puis on voit, normalement, ça c'est une veine, en bleu là, normalement tout doit être comme ça, noir, c'est du sang liquide. Et là, on se retrouve avec un gros caillot au milieu de cette veine, ce qui n'est pas du tout normal. Et quand on voit ce caillot au niveau d'une veine, c'est une urgence, le malade doit être hospitalisé même s'il va bien. Parce que souvent, nous, quand on dit aux gens qu'il faut qu'on les garde, ils se posent toujours des questions, pourquoi, c'est pas grave, mais les gens, ils comprennent pas que l'embolie pulmonaire, par contre, c'est mortel. Ça, c'est pas grave, mais l'embolie pulmonaire, c'est mortel. Donc, ce caillot, surtout dans ce cas-là, la veine fémorale, c'est une grosse veine qui se trouve au niveau de la racine de la cuisse. C'est déjà une veine qui est grosse comme un gros doigt. Avec un caillot comme ça, le malade, il y a un grand risque à ce que ce caillot parte dans la circulation et entraîne une embolie pulmonaire. Je reviens donc à mon dessin juste pour vous rappeler que le caillot qu'on a vu, il est donc ici au niveau de la cuisse, il va partir, il va faire ça, et brutalement, il va arriver là, il va se bloquer au niveau de l'artère pulmonaire, et le malade va avoir très mal, et il va se sentir très mal. Allez-y. Ce patient, par exemple, si il fait une embolie pulmonaire, l'examen clé de l'embolie pulmonaire, c'est le scanner. Quand on demande un scanner, là je vous explique un petit peu, ça c'est un malade qui est allongé, avec la tête là-bas, et les pieds vers nous. On voit ici la cage thoracique, ce que vous voyez en noir, c'est les poumons. Bon, ce que vous voyez ici, c'est les muscles. Hein. Voilà. Ça, c'est la colonne vertébrale. Et ça, c'est quelques côtes qu'on voit. Là, c'est les poumons. Ça, c'est le poumon droit. Ça, c'est le poumon gauche. Ça, c'est la trachée avec laquelle on respire. Et ça, c'est l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire qui sort du cœur bleu de tout à l'heure et qui va emmener le sang vers les poumons. Donc là, une artère pulmonaire droite qui va donner du sang au poumon droit et l'artère pulmonaire gauche qui va donner du sang au poumon gauche. Et là, vous voyez un caillot qui va obstruer complètement une grosse branche du poumon. C'est donc, et quand on arrive au stade d'embolie pulmonaire, c'est très, très sérieux. Donc ce sont des malades qu'il faut hospitaliser et traiter et bien surveiller. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre exemple d'une embolie pulmonaire. On voit ici les poumons, et ça c'est un examen dans lequel on injecte un produit pour voir les artères pulmonaires. Et on voit ici, surtout dans cet exemple-là, on voit l'artère pulmonaire gauche, on la voit bien, avec toutes ses branches, voilà. Et de l'autre côté, on a l'artère pulmonaire droite qui est quasiment, il n'y a quasiment plus rien du tout qui passe, donc c'est un poumon qui n'est plus fonctionnel, et c'est un malade qui respire donc à 50%. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont arriver quasiment bleus et presque mourants. Il leur faut des grandes quantités d'oxygène avec beaucoup d'anticoagulants. Et quand ils arrivent à ce stade-là, c'est déjà très très sérieux. Diapositive, s'il vous plaît. Ça donc c'est un exemple qui doit correspondre à ce malade-là. Vous voyez ici, parce que quand c'est des embolies pulmonaires massives, le seul traitement, c'est la chirurgie, et c'est une chirurgie très lourde. Et les gens, ils risquent de mourir même pendant l'opération. Ça, c'est un caillot... Pardon. Bon. C'est pas grave.
Encore. C'est donc un gros caillot de sang qui est bloqué au niveau de l'artère pulmonaire. Oui, c'est ça. Stop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un caillot. Ça, c'est l'artère pulmonaire. C'est presque toute l'artère pulmonaire et tout le poumon. Vous imaginez le poumon qui doit être là. Et tout ça, c'est un caillot de sang et qui est parti au niveau, il est parti d'une veine au niveau du membre inférieur ou bien au niveau du ventre. La suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est l'embolie pulmonaire. Je rappelle la notion de base de l'embolie pulmonaire, c'est la phlébite. Une phlébite des membres inférieurs, ça commence par une douleur très minime avec un membre, une jambe qui est gonflée et ça va jusqu'à l'embolie pulmonaire. Donc il faut vraiment que le malade soit bien orienté et bien pris en charge. Une troisième cause de douleur thoracique, sur laquelle je vais passer un peu rapidement, c'est la péricardite. Donc, on a vu que la douleur thoracique peut être causée par l'embolie pulmonaire, mais la douleur de la péricardite, elle est aussi violente. La péricardite, c'est une maladie relativement bénigne, c'est-à-dire qui n'est pas très grave par rapport à l'embolie pulmonaire qu'on vient de voir. La péricardite, pour vous rappeler, le cœur, c'est comme le poumon. Le cœur, il est dans un sac qui s'appelle le péricarde. Et quand on dit péricardite, ça veut dire une inflammation du péricarde. Le cœur se trouve dans ce sac péricardique avec un petit peu de liquide qui permet au corps de bouger, de faire ses mouvements, mais il n'y a pas d'espace. Il y a quasiment, il n'y a pas du tout d'espace entre eux. Ça arrive que on fait une inflammation, une infection, comme quand on fait une bronchite ou une sinusite. Quand on fait une sinusite, on a le nez qui coule. C'est normal parce que le virus, il attaque la muqueuse nasale, le nez, il coule. C'est du liquide inflammatoire plein de virus. Des fois, on a le virus qui se localise au niveau du cœur ou au niveau du péricarde. Quand le péricarde est touché, ça donne ce qu'on appelle une péricardite. Et cette péricardite va se traduire par du liquide qui va couler dans la cavité péricardique. Le malade, il a très très mal parce que tout le sac du péricarde est douloureux et inflammé. Et du liquide qui se produit. Alors, plusieurs causes de cette péricardite. Ça peut être causé par un virus, ça peut être causé par un microbe, tous les types de microbes peuvent être causés, le staphylocoque, le streptocoque. Mais au Maroc, on a une cause très fréquente qui est la tuberculose. Et la tuberculose péricardique, c'est une maladie malheureusement qui est encore très fréquente chez nous et qui est très grave. Très grave. Pourquoi grave? Parce que la tuberculose, elle peut se traiter. Mais le problème de la tuberculose, surtout dans ce cas-là, c'est que le مرض ما كيتشخص في الوقت كيبقى الانسان عندي الحريق بلاتي نشوف غادي نشوف il est soit mal orienté, soit les gens ils comprennent pas quand le médecin leur dit c'est sérieux, il faut الناس مساكن ما عندهمش les moyens, il faut l'échographie, il faut la surveillance, il faut un traitement lourd pendant 6 mois, 1 an. Donc les gens ils négligent. Et quand ils négligent, la maladie s'installe, le malade il a l'impression qu'il est guéri, mais en fait il va évoluer vers une maladie encore plus grave, quand je vais vous en parler tout à l'heure. Donc sachez que douleur thoracique, c'est aussi ça. Douleur thoracique, c'est les maladies qu'on vient de voir, mais c'est aussi la péricardite. C'est le malade qui dit j'ai mal à la poitrine et j'ai de la fièvre et j'ai du mal à respirer. C'est des éléments qui sont aigus, ce sont des douleurs. Toutes ces douleurs dont je vous parle, ce sont des douleurs très, très, très violentes. C'est une douleur qui empêche le malade de dormir. C'est une douleur très aiguë. Donc, la péricardite peut être causée par des maladies comme ça. Diapositive suivante. Et comme je vous ai dit, toutes ces causes, si le diagnostic est fait à temps, le malade il est guéri, c'est comme s'il a une grippe, c'est vraiment une grippe. La péricardite virale par exemple, ou même la péricardite bactérienne, c'est très simple. Si on donne l'antibiotique qu'il faut, on donne le traitement qu'il faut, si c'est viral, avec un peu de repos, et tout ira bien. Si c'est la tuberculose, le malade, il est totalement guéri. C'est pas grave, vous pouvez laisser. C'est pas grave. Le malade, il est totalement guéri. Maintenant, si le malade n'est pas traité correctement, allez-y. La péricardite, donc c'est si le malade est traité correctement,
tout rentre dans l'ordre. Maintenant, si le malade n'est pas traité, avec le liquide dont on a parlé, il va aller en augmentant. Petit à petit, qui est avec le main. Allez-y. On arrive à une situation où le cœur, vous avez vu tout à l'heure, le cœur il est normalement ici. Ce malade, il a un cœur qui a presque triplé de volume. Donc c'est très très sérieux. Le malade là, il ne peut plus respirer. Et il présente des symptômes qui sont très sérieux. Et ce sont des malades que nous, des fois, on est amené à opérer en urgence pour pouvoir vider le liquide qui est dans la cavité péricardique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une tamponnade. Le malade, c'est un peu comme le pneumothorax tout à l'heure. Le cœur, il est dans du liquide et il est sous pression. Il arrive un moment où le cœur ne peut plus bouger. Il ne peut pas se remplir, il ne peut pas se vider. Le malade, il meurt étouffé. Il devient tout bleu. Et c'est vraiment une urgence extrême. Il faut rapidement ouvrir et mettre un tuyau dans la cavité du péricarde pour vider. Et pareil, le malade, il est soulagé. En 2-3 jours, il est sorti chez lui. Et si on ne fait rien, le malade, il meurt d'un arrêt cardiaque. Donc, encore une fois, pour vous rappeler l'importance d'une douleur thoracique quand le malade décrit une douleur violente. Juste un petit mot pour la péricardite tuberculeuse. La péricardite tuberculeuse, elle ne donne pas un arrêt cardiaque comme ça, mais ce qui se passe, c'est que la cavité, le péricarde, il devient comme une coquille d'œuf. Il se calcifie. Ça devient vraiment du calcaire. Et c'est une maladie qui est très très difficile à traiter. C'est-à-dire les gens, ils deviennent comme s'ils ont une maladie extrêmement grave du cœur, alors que le cœur, lui, il est normal. Mais le cœur, au lieu d'être dans un sac souple, il est dans un sac fibreux, avec quasiment du calcaire. Le cœur ne peut plus bouger. C'est pour ça qu'une péricardite doit être traitée correctement. Si c'est une péricardite tuberculeuse, il faut vraiment qu'ils aient le traitement approprié. Donc c'est des malades, il ne faut pas leur donner des antibiotiques et leur dire ça va aller. Il faut vraiment qu'ils soient orientés chez le cardiologue qui va leur donner le traitement approprié. Oui. Alors, c'est pas grave. C'est bon. On arrive, donc on avance dans les causes de douleurs thoraciques et on arrive à une maladie dont je ne vais pas vous parler beaucoup parce que c'est relativement rare et c'est un peu compliqué. C'est la dissection de l'aorte. Allez-y. Et que ce sont des maladies qui existent, hein. Vraiment, c'est relativement fréquent. Ça, c'est moins rare que l'infarctus ou que la péricardite, mais c'est une maladie qui existe et qu'on nous voit régulièrement. La dissection de l'aorte, c'est une cause de douleur thoracique. Quand nous, dans un cabinet de cardiologie ou dans une clinique de cardiologie, quand on reçoit un malade qui a une douleur thoracique, quand on voit qu'il n'a pas de péricardite, à l'électrocardiogramme, il n'a pas d'infarctus, il n'a pas de pneumothorax, on pense à la dissection aortique parce que c'est une douleur pareille, c'est une douleur extrêmement violente et c'est une maladie grave qui peut tuer le malade dans les heures qui suivent si le diagnostic n'est pas fait. Alors pour vous expliquer bien, pour que vous compreniez, la dissection de l'aorte c'est ça, le cœur c'est ça, et l'aorte c'est le gros tuyau rouge que vous avez vu tout à l'heure qui sort du cœur. Le gros tuyau, c'est comme un peu l'arrivée de la Ramsa, pour les gens qui habitent à Agadir. Donc vous avez la maison, et vous avez le compteur, et vous avez le tuyau qui rentre, qui ramène l'eau, c'est le tuyau principal, c'est-à-dire ce tuyau-là, qui sort de la pompe cardiaque, et qui va donner le sang à tout le corps. C'est-à-dire, il donne le sang d'abord au cœur, puis il donne le sang au cerveau, il donne le sang au bras, il descend et il va aller vers tous les organes. C'est un gros tuyau qui est gros, presque comme ça, je dirais, de 3 cm, 3-4 cm de large chez le sujet adulte. Ce vaisseau, il peut se déchirer. Donc vous imaginez l'importance, c'est pour ça que je vous explique ça avec ces termes-là. Allez-y. Vous imaginez donc, ce qui arrive à ce vaisseau, c'est qu'il se déchire, il ne se coupe pas complètement, c'est-à-dire ça passe entre deux, il y a plusieurs feuillets dans l'aorte, ça passe entre les deux feuillets, ça s'appelle une dissection. Donc ça arrive très souvent chez les malades qui sont hypertendus et qui ont une hypertension artérielle pendant très longtemps, qui n'a pas été traitée. Si en plus ils ont d'autres facteurs de risque, donc quand l'aorte fragile, il y a un peu de calcaire, il y a un peu de cholestérol et tout ça, mais avec la pression, parce que
Quand on parle de l'hypertension artérielle, c'est très simple. L'hypertension artérielle, c'est la pression avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Donc c'est pas non, c'est juste la pression. Vous ouvrez un robinet avec un tuyau. Si vous ouvrez le robinet avec un petit peu, il y a un petit peu de pression dans le tuyau. Si vous ouvrez le robinet beaucoup, il y a beaucoup de pression. Il laisse 18 tuyaux من الراس, la pression que تطلع في التuyau, هذيك هي la pression اللي كاينه يعني الضغط ديال الدم في وسط العرق. هذه هي la pression artérielle. C'est la pression avec laquelle le sang circule. وهذيك la pression شو اللي كيديرها القلب. C'est le cœur qui est une pompe. هو باش ما كيبومبي بالجهد باش ما la pression كتطلع. الانسان اللي كيدير مثلا هيموراجي تقطعت ليه شي رجل ولا كينزف من الدم كيبقى يخوى واحد الوقت القلب ما بقاش عنده ما يصيفط, la pression elle devient zéro, le malade il est mort. Si au contraire le malade il a le tuyau اللي كيدوز فيه الدم au lieu que ce soit un tuyau souple, parce que le tuyau normalement les tuyaux sanguins ce sont des tuyaux souples. À chaque fois que le cœur il pousse, le tuyau il se laisse ouvrir. Je ne sais pas si vous avez compris. Le cœur il pousse, le tuyau il s'ouvre et la pression كتبقى مقادة. Si le tuyau il est rigide comme un tuyau de plomb, le cœur il pousse, le tuyau il bloque, la pression monte. C'est ça l'hypertension artérielle. Donc quand il y a une grosse pression ici, le vaisseau il cède parce que c'est vraiment le vaisseau qui m'a glissé le hamoudem, c'est vraiment très fragile. Donc c'est fait pour qu'on ait une pression de 13, 12, 14. Il y a des gens qui vivent avec 22. La horte elle explose, elle se déchire. Alors au lieu que ça se déchire complètement, ça peut arriver, ça se déchire complètement, le malade il est mort instantanément parce qu'il se vide de 2 litres de sang tout de suite. Le vaisseau il se dissèque. Allez-y. Il fait de la déchirure qui, comme je vous ai dit, c'est une douleur extrêmement violente. Et pour nous qui avons l'habitude, le malade il suffit qu'il décrive la douleur, on est presque sûr à 99% que c'est une dissection de l'aorte. Le malade qui est goulik, ضربتني شي حاجه بحال الموس هنا وحسيت بحال شي حاجه تسرقت لي في ظهري ونزلت لي معنا. C'est vraiment comme ça que les malades ils décrivent, comme ça, tel quel. كنسولو واش عندك التنسيون اييه. C'est une dissection de l'aorte pour nous jusqu'à preuve du contraire. Alors rapidement l'écho, le scanner, etc. parce qu'on sait que le malade il risque de mourir dans les heures qui suivent. Donc quand quelqu'un vient vous voir avec une description hadith, si vous vous souvenez de ça, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui ont de la chance parce que c'est une maladie mortelle partout. Les gens ils meurent dans les heures ou dans les jours qui suivent. Et comme par hasard, je parlais avec le docteur Tarbalouti avant-hier, il y a une malade qui est actuellement, nous on voit, ça fait 3 mois, elle a une dissection de l'aorte, elle est toujours vivante. Elle n'a pas les moyens de se faire opérer et elle est toujours vivante. Donc le malade il décrit de la douleur qui est typique, douleur en coup de poignard au milieu de la poitrine avec un déchirement parce qu'il sent son aorte se déchirer. On a dit que la déchirure elle peut s'arrêter au niveau du thorax mais elle peut descendre le plus loin. Vous voyez là c'est déchiré, des fois ça va jusque là, ça s'arrête et des fois ça descend plus bas et des fois ça descend jusqu'au membre inférieur, jusqu'en bas. Le malade il sent la déchirure et quand il vient chez nous on voit que le sang ne passe plus au niveau du membre inférieur. Et donc, on sait que c'est une dissection de l'aorte. Je ne vais pas trop aller dans les détails de cette maladie, mais sachez juste que ça existe et que c'est une maladie grave et que le traitement de cette maladie, c'est un traitement chirurgical, c'est la chirurgie cardiaque parce qu'il faut qu'on enlève toute cette partie du vaisseau et on la remplace avec un tuyau, avec une prothèse. Allez-y. Voilà, ça c'est un exemple de, pareil, donc de douleur thoracique. Je vous ai mis ici que c'est souvent chez les patients qui sont hypertendus et qui sont âgés. Voilà, dissection de l'aorte très très sévère. Allez-y. Et un exemple de scanner, un malade qui a un scanner, vous voyez ici, normalement l'aorte doit être blanche comme ça. Et là vous voyez, elle est complètement déchirée et on se retrouve avec 2 aortes en une. C'est-à-dire il y a un passage, le vrai passage, et il y a le faux passage. Voilà, c'est ça la dissection de l'aorte. Et je m'arrêterai là pour cette pathologie. Allez-y. Alors j'arrive au sujet qui est, je dirais, je pense le plus important de cette communication, parce que, je récapitule encore une fois, les douleurs thoraciques, c'est
une fois qu'on sait que le malade il a une douleur qui est violente, qui vient d'apparaître et qui s'accompagne d'un certain nombre de signes, il faut tout de suite penser à ces maladies dont je vous ai parlé, mais il faut penser en priorité, et je l'ai laissé pour le dernier, il faut penser à ça. Vous avez tous entendu parler de l'angine de poitrine, vous avez tous entendu parler de l'infarctus du myocarde. C'est la notion qui doit venir à l'esprit, quel que soit l'âge du malade. Quand quelqu'un vous dit il n'a pas fait de sport, il n'a pas été, il n'est pas tombé, il n'a pas eu d'accident, j'étais assis et j'ai eu une douleur au niveau de la poitrine, pensez à l'infarctus, s'il vous plaît. Je vous le dis pour une chose, parce que comme on dit, je vous assure que des fois, il suffit d'une personne qui oriente le malade il est sauvé. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est un peu sentimental. Il faut toujours penser que la personne qui est en face de vous, ça peut être votre frère, votre soeur, votre père. Et nous, on le vit tout le temps, hein, c'est pas pour vous faire pleurer, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on a des gens jeunes, 45, 50 ans, s'il est bien orienté, que ce soit ici ou dans une autre ville, mais quand on lui donne la bonne direction et qu'il est sauvé, ce sont des enfants qui ne sont pas orphelins, c'est une femme qui ne va pas élever ses enfants toute seule, et un certain nombre de choses. Donc, je vous souligne un seul truc. Un malade qui vient, c'est un dessin qui est très connu. C'est un peintre qui a essayé de décrire la douleur thoracique de l'infarctus du myocarde et de l'angine de poitrine. C'est une douleur très caractéristique. Le malade, quelqu'un qui a une douleur d'infarctus ou d'angine de poitrine, il prend toujours sa main. Il prend toujours sa main comme ça, et il la pose là. C'est-à-dire, dans 90%, parce que dans 10% des cas, les malades n'ont pas mal, ils ont une petite douleur. Et il décrit comme ça, il met la main au milieu de la poitrine, et il décrit cette douleur qui est soit c'est un coup de poignard, soit c'est un truc qui me serre, mais rien que la description, le malade quand il décrit sur son visage, on sait qu'il y a un risque de mort. Il est psychologiquement, il sent que c'est très grave. C'est une douleur qui, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, c'est une douleur en général qui est là et qui part vers les mâchoires. C'est typique. Elle va vers la mâchoire, vers le cou, la mâchoire, et elle va vers les bras, surtout vers le bras gauche. Donc c'est ça la douleur de l'infarctus. Là, il y a un petit dessin ici, vous voyez. Mais la douleur, c'est ça. Et vous avez souvent en face de vous, vous n'avez pas un malade jeune, vous avez quelqu'un de 40, 45, 50. Plus on va dans l'âge, plus on a un risque. Il y a des gens qui font des infarctus jeunes parce qu'ils sont diabétiques ou parce qu'ils en sont dans la famille, ils ont des problèmes de cholestérol, etc. Mais disons, à partir de 40, 45 ans, quand quelqu'un vient avec cette douleur que je vous ai décrite comme ça, et tout de suite après, l'étape suivante, si vous voulez lui rendre service, je vous décris ça comme ça parce que c'est vraiment, après je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand ils ont cette douleur, le compteur tourne. Le compteur tourne. Alors quand on a une jambe où le sang n'arrive pas, et qu'on perd 1 heure, 2 heures, 6 heures, 10 heures, au pire des cas, on va couper la jambe. Mais si le malade, il a un vaisseau du cœur qui ne marche pas, et qu'au bout de 6 heures, c'est le cœur qui est foutu, et c'est la vie du malade qui est partie. Allez-y. Donc, il y a quelques notions qui sont très, très vraies. Les malades qui font des infarctus, bon, ça peut arriver à n'importe qui, mais la plupart des gens qui font ce qu'on appelle en angine de poitrine ou un infarctus du myocarde, ce sont des malades qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque. Plus on a de facteurs, plus le risque augmente. Alors, il y a l'âge. Le risque de faire un infarctus à 5 ans ou à 10 ans d'âge, c'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare. Par contre, comme je vous ai dit, 45, 50, 60, etc. L'hypertension artérielle, pour la raison que vous avez bien compris maintenant, c'est que la pression elle est montée. Quand on mesure la pression au niveau de l'artère du bras,
c'est la même pression partout. C'est-à-dire, il a le qina عنده 140 هنا, عنده 140 هنا, عنده 140 في الراس, عنده 140 في القلب. Donc, plus la pression augmente, plus les vaisseaux risquent d'être malades et risquent de présenter des problèmes. Il y a ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très dangereux que les gens sous-estiment et qu'il faut vraiment faire tout pour lutter contre ça. Le tabac, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que on a beau dire l'hypertension, le diabète, etc., mais rien qu'à lui seul, le tabac, c'est un énorme facteur de risque. Et quand la personne arrête de fumer pendant quelques années, il réduit ce risque de façon considérable. Donc je vous assure que s'il y a des fumeurs parmi vous, je souhaite qu'un jour ils arrêteraient, parce que moi-même j'étais fumeur il y a longtemps et j'ai arrêté, et je me porte très bien, alhamdoulilah. Donc vraiment le tabac, il y a d'autres facteurs de risque, je ne sais pas si vous pouvez revenir en arrière, d'autres facteurs de risque, c'est le diabète. Chez nous, c'est très très fréquent, le diabète, et vous avez tous entendu parler du cholestérol, c'est-à-dire le taux de lipides, et surtout de mauvais lipides dans le sang, il augmente, et plus ces facteurs sont multiples, plus on risque de faire un infarctus du myocarde. Allez-y. C'est quoi l'infarctus du myocarde? Le cœur, il est là, c'est un muscle. Le muscle du cœur s'appelle le myocarde, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est vraiment un terme barbare pour désigner quelque chose de très simple. Le muscle du cœur s'appelle le myocarde. Et ce muscle, il est alimenté par des vaisseaux. Deux vaisseaux qui sortent du gros tuyau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'aorte. Deux vaisseaux qui sont les artères coronaires. Ces artères coronaires, ce sont elles qui vont donc donner le sang à tout le corps d'un petit garçon, d'une jeune femme mince qui pèse 60 kilos ou d'un monsieur qui pèse 140 kilos. Ce sont ces deux petits vaisseaux qui vont alimenter ce gros cœur. Donc vous imaginez l'importance, c'est-à-dire notre vie, elle tient à ça. Ces deux petits vaisseaux de quelques millimètres sur lesquels tient la vie. Et donc il faut vraiment la préserver. C'est pour ça que si on est diabétique, il faut traiter le diabète. Si on est hypertendu, il faut traiter la tension. Si on fume, il faut arrêter de fumer. Parce que c'est un capital. Alors l'infarctus ou l'angine de poitrine, je vous explique. Je ne sais pas si je suis dans les temps, ça va? La différence entre l'infarctus, l'infarctus et l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est le vaisseau qui n'est pas encore fermé. C'est le vaisseau qui commence à être fermé. Et quand le malade fait un effort, il a mal. C'est le signal d'alarme. Il faut rapidement faire des examens. L'infarctus du myocarde, c'est le vaisseau qui est déjà fermé. Le malade, il a déjà une partie du cœur qui souffre et qui risque de mourir. Allez-y. Voilà, donc ça c'est le cœur, les vaisseaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc le cœur alimenté par ces deux coronaires, les artères coronaires. Ces artères coronaires, le cœur, la partie du cœur qui est touchée ne reçoit plus de sang. Donc le malade risque de mourir. Et ces photos-là, elles sont très importantes parce que en Europe et aux États-Unis maintenant, l'infarctus du myocarde, c'est devenu quelque chose. On essaie de lutter par tous les moyens. Ils mettent de gros moyens parce que, vous le verrez tout à l'heure, en France par exemple, il y a 100 000 infarctus par an. Vous imaginez ce que c'est. Donc nous, au Maroc, on n'a pas de statistiques, mais on ne doit pas être loin de 30 ou 40 000. Donc c'est quand même beaucoup de malades. Et dès que le malade il a un infarctus, les minutes comptent. Allez-y. Parce que quand on a un infarctus, on a ça sur la tête. Dès qu'on a une artère bouchée, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est les jours qui sont en danger. Il faut rapidement faire quelque chose, sinon on risque de mourir. Allez-y. L'infarctus du myocarde, le malade doit être dirigé vers, j'ai mis là un centre de cardiologie. Le malade, il faut qu'il soit dirigé au moins vers un cardiologue. En France, là-bas, et aux États-Unis, ils sont arrivés à un degré au-dessus. Ils ont tellement, avec la procédure, elle est réglementée. Ils disent qu'il ne faut même pas envoyer le malade au cardiologue, parce qu'on perd du temps. Même chez le cardiologue, le malade, il faut qu'il aille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SAMU. Le malade, ils ont un numéro. En France, par exemple, que je connais bien, il y a le 15.
كيقول لهم douleur thoracique le 15 ما تعيط لا على SOS médecin ولا على cardiologue ولا تمشي les urgences le 15 حيت le 15 il y a un médecin derrière le téléphone كيقول هادشي اللي قلت لكم دابا الو douleur thoracique كي داير la douleur هنا طلعت لي هنا عندك الديابète عندي l'hypertension ne bougez pas ne faites rien on arrive et en général ils arrivent dans les 5 minutes ils mettent les hélicoptères ils mettent les moyens ils ont beaucoup d'argent donc le malade doit être dirigé rapidement parce que les minutes comptent. Allez-y. Et quand il va arriver dans le centre de cardiologie, il y a un examen clé qui s'appelle l'électrocardiogramme. C'est lui qui va confirmer le diagnostic ou bien éliminer le diagnostic. Allez-y. L'électrocardiogramme, pour que vous ayez une notion, c'est un examen, comme vous voyez, on pose des électrodes sur la peau. Il y a de l'électricité qui est produite par les cellules du cœur. Et cette électricité, diapositive suivante, cette électricité, elle se traduit par un tracé que vous voyez ici. Et ce tracé, il permet de montrer au médecin que l'électricité du cœur, elle est normale, donc le malade va bien, ou bien il y a une cellule qui est morte, ou plusieurs cellules qui sont mortes, dans un endroit, devant, derrière, etc., en fonction de l'endroit où il y a la lésion. Et dès que le médecin voit qu'il y a une anomalie de l'électrocardiogramme, il oriente le malade, parce qu'il faut faire une seule chose. Il faut déboucher le vaisseau bouché. C'est-à-dire, il n'y a pas 36 choses à faire. Douleur thoracique, électrocardiogramme, le vaisseau est bouché, il faut le déboucher. Terminé. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, sinon on donne des médicaments en attendant, mais il faut déboucher le vaisseau. Allez-y. Ça c'est rapidement juste pour ce que je viens de vous dire, hein. C'est les recommandations par exemple de la société. Voilà, comme je vous ai dit, ils disent il faut appeler le 15, il faut s'asseoir, il faut rester immobile, il ne faut pas parler au téléphone, il faut etc. etc. Allez-y. Donc les recommandations, il faut appeler et il faut que le malade soit dirigé vers une salle de cathétérisme. Alors en France, les salles de cathétérisme, elles sont un peu partout. La salle de cathétérisme, je vais vous montrer tout à l'heure une image, c'est une salle dans laquelle on peut photographier les vaisseaux du cœur et si on trouve un vaisseau bouché, on le débouche. Parce que la vie du malade tient à ça. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien d'autre à faire. Allez-y. J'ai marqué ici, juste pour vous montrer que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients et je vous assure que je ne fais pas du tout de publicité. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, un pays très développé, il y a des gens qui habitent à des dizaines et des fois même à plus de 100 km d'une salle de cathétérisme. En France. Il faut qu'il appelle le 15, il faut que le SAMU arrive, que démarre le traitement à la maison et ils prennent le malade par hélicoptère pour le mettre dans une salle de cathé le plus tôt possible. Il faut faire ça avant 4 heures, entre 4 et 6 heures. Aujourd'hui, nous, à Agadir, on a la chance d'avoir une salle de cathé, c'est-à-dire si quelqu'un a Ihshash ou a Anza, aujourd'hui il fait une douleur thoracique, s'il est bien orienté, et nous, ça nous est arrivé d'avoir des malades en salle de cathé 2 heures après la douleur, voire même moins, je vous assure. Hein. Et c'est très important, et c'est pas du tout publicitaire, c'est, comme je vous ai dit, dans le but de sauver une vie. Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas les moyens parce que ce sont des soins qui sont très coûteux, mais c'est très important. Et pas que à Agadir, il y a quelques années encore, alors vous imaginez maintenant ce que c'est qu'un infarctus chez un homme jeune qui a 3 petits-enfants, il a 45 ans, il vient voir le médecin, qui l'emmène voir le cardiologue, qui lui dit bon, parce qu'il n'y a rien ici. Le malade, il va à Casa, il arrive au bout de 10 heures. Où est-ce qu'il va aller à Casa? Il commence par quoi? Il va où? Vous imaginez? Donc, en général, les malades, ils arrivent. On peut leur faire la coronarographie, tout ça, voilà, le cœur, il est déjà foutu. C'est-à-dire, c'est déjà terminé la match-ci. Alors, aujourd'hui, je pense que le Maroc, il a fait un pas important parce que, aujourd'hui, il y a une salle de cathé à Agadir, il y en a 2 à Marrakech, il y a une à Tanger, il y en a une à Fès, et il y a 15, je pense, à Casa, et il y a 5 ou 6 à Rabat. Donc je pense que c'est très important. Il va y avoir encore une autre à Agadir bientôt à l'hôpital militaire. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et je me permets juste de dire une chose, c'est qu'il faut vraiment que la population en général, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que votre association existe et que vous vous intéressiez à tout ça. C'est-à-dire, après, ça devient, c'est une culture générale. Ça n'a rien à voir avec la médecine.
les gens, en lisant, en allant sur Internet, on comprend qu'aujourd'hui, l'infarctus, c'est ça. L'infarctus, c'est une prise en charge rapide et une orientation vers une salle de cathétérisme pour qu'on puisse traiter le malade rapidement. Allez-y. Un petit schéma rapide, voilà, ça c'est par exemple une des recommandations de la Société de cardiologie. Alors, quel est le rôle du médecin généraliste? Vous allez comprendre. Alors, façon préventive, etc. Au moment de la crise dont je vous parle, le médecin, il faut qu'il appelle le 15. On n'a pas de temps à perdre. On appelle le 15, on administre une dose d'aspirine, et le malade, il est mis dans le SAMU, qu'il emmène dans un service de cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire là où il y a une salle de cathé. On ne va pas tourner, aller... On déconseille aux malades d'aller aux urgences parce que chez eux aussi, quand ils vont dans un service d'urgence, c'est Tsina, ils chauffent l'interne, ils chauffent AD, etc. Donc ça, 4 ou 5 heures sont perdues. Allez-y. Ce sont des notions dont je vous ai parlé. Donc, comme je vous ai dit, il y a 100 000 infarctus par an avec un taux de mortalité de 13%. Donc, même chez eux, 13% de gens meurent au cours de la première année. Donc, chez nous, il y a encore... je pense qu'on est encore loin de tout ça, mais on arrive à s'améliorer. Il y a quand même beaucoup de situations où on arrive à sauver les malades. Et on a de la chance, comme j'ai dit, dans les villes qui disposent de salles de cathé, la prise en charge. Et c'est vrai ce que j'ai dit, c'est pas vraiment... on est un pays du tiers-monde et on est un pays très, très sous-développé, je vous assure, très pauvre sur beaucoup de choses. Mais dans certaines situations, dans des villes qui ont une salle de cathé comme Agadir, je peux vous dire que on peut être soigné comme en France. C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un fait une douleur thoracique ici à côté de la fontaine, il est en salle de cathé dans 15 minutes, sa coronaire est débouchée dans les minutes qui suivent. Il y a même pas un an, il y avait un prince saoudien, il a fait une douleur thoracique, il est venu chez nous à 2 heures, c'est-à-dire 2 heures après la douleur, il était 11 heures du matin, à 13 heures, il était en train de manger dans son lit. Quelqu'un de 130 kilos, donc il a eu une chance incroyable. Alors, pourquoi une salle de cathé? Pour faire la coronarographie. Allez-y. La coronarographie, bon, ça rapidement, pour que vous ayez une idée, une salle de cathé, la coronarographie, c'est un examen très banal. C'est-à-dire, on fait une anesthésie locale au niveau de la cuisse, et puis on monte un petit fil, un cathéter, jusqu'au niveau de la coronaire. Allez-y. Et on filme les coronaires. On fait un film. J'essaie de faire un film, je vous montrerai tout à l'heure un petit truc court. Alors, voilà ce qu'on voit. C'est ça, les coronaires. Une coronaire. Voilà, on la filme dans tous les sens et dans toutes les directions pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Là, par exemple, chez ce malade, vous voyez, il y a une lésion. Et ce malade peut avoir effectivement une angine de poitrine et il a une menace d'infarctus. Là, vous voyez des lésions qui sont très très sévères. Donc ce patient, vous imaginez, on peut pas, si on ne lui fait pas ça, qu'est-ce qu'on lui fait? On va lui donner un traitement, on ne sait pas, on va réfléchir. Non, 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 non. Il y a ça à faire et point final. Allez-y. Voilà, donc je finis avec cette diapo et je vous montre un petit bout de film. Ça, c'est les malades qui ont une sténose au niveau d'une coronaire. Il y a 2 traitements. Alors, quand on ne peut pas faire ces traitements, on donne, si vous avez entendu parler de la thrombolyse, c'est quand on est dans une ville où il n'y a pas de salle de cathé, on donne un produit qui fait dissoudre le caillou en attendant de l'amener dans une salle de cathé. Si on dispose d'une salle de cathé, le traitement c'est ça. Ça, vous voyez, c'est une artère qui est sténosée. On met un cathéter à l'intérieur, on gonfle un ballonnet. C'est ça. Si vous avez tous entendu parler de la dilatation, c'est ça. On dilate cette lésion. On la dilate très très fort avec beaucoup de pression pour écraser le cholestérol qui sténose l'artère. Et une fois qu'on l'a dilatée, on déploie, on ouvre un stent, c'est une espèce de ressort qui s'ouvre et qui reste ouvert. Et ce ressort va laisser l'artère ouverte. Voilà. Et le malade, il récupère une fonction normale. Et quand on ne peut pas faire ça, on fait ça. Quand il y a des lésions comme ça, à ce moment-là, c'est un traitement chirurgical qui consiste à faire un pontage pour court-circuiter la lésion. Je vous montre un bout de film de même pas 15 secondes, si j'arrive à le passer. J'espère que ça va aller. C'est un malade qui est arrivé avec une douleur d'infarctus. Il a été orienté dans les temps. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez bien,
il a en plus une complication sévère, c'est-à-dire il a fait son infarctus, mais son cœur s'est arrêté. Il est ralenti, ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire. Donc son cœur, il battait à 25 par minute. Donc il a fallu lui monter une sonde d'entraînement. C'est un pacemaker provisoire, en urgence. Donc là, on a monté le pacemaker, on a monté la sonde. Et là, vous voyez, la coronaire droite, elle est complètement bouchée. Il n'y a rien qui passe. C'est une coronaire qui, normalement, elle doit faire, je vais vous montrer tout à l'heure, elle doit normalement contourner le cœur et descendre comme ça. Et là, il n'y a absolument rien qui passe. La coronaire gauche, elle était strictement normale, mais sa coronaire droite est bouchée. Et là, vous voyez, on est en train de gonfler le ballon, que je vous ai dit. Vous allez le voir, c'est un petit peu long, mais vous allez voir étape par étape. Alors, on gonfle le ballon. Et on recontrôle, on va contrôler pour voir si c'est bien ce qu'on a fait. Vous voyez le fil, il y a un fil très fin dans l'artère qui est complètement fermé. Et là, on voit des caillots. Hein. Ça, c'est des thrombus qui a bouché l'artère. Il me semble que c'est un malade de 52 ans, si je me souviens bien. Donc voilà, on regonfle encore. Bien sûr, pendant ce temps-là, le malade il est surveillé pour surveiller tous les paramètres. Voilà, on recontrôle, ça ne passe pas bien, malgré qu'on a gonflé. Donc on va remettre un ballon plus grand. Voilà, ça va venir. Vous voyez ici les limites du ballon. Parce qu'on mesure exactement la lésion pour qu'on mette le stent adapté dans la longueur et dans l'épaisseur. Là, on est en train de gonfler encore. Voilà, ça commence à passer un petit peu, mais c'est pas encore bien. Vous voyez la lésion qui est très très sévère. Ce malade, si on ne lui fait pas ça, il est mort à 100%. Voilà, on va refaire encore une fois parce que c'est pas bien. Voilà, on remet un ballon un peu plus long. Parce qu'au fait, c'est une lésion très sévère, elle est longue, elle va jusque là. Et là, donc, on va regonfler le ballon et ça va être bon. Et ce malade, après, une fois que cette coronaire elle est reperfusée, il va récupérer un rythme et on va enlever la sonde parce qu'au fait, c'est cette coronaire qui donne le son à la petite pile qui est dans le cœur, qui donne le rythme cardiaque, c'est la coronaire droite. Quand elle est bouchée, la pile du cœur ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'il a besoin d'un pacemaker. Voilà. Alors là, ça va être bien dilaté. Là, c'est le ballon qui est gonflé et en même temps, le stent est posé. On va retirer le ballon et on va injecter le produit. Et voilà l'artère qui est redevenue normale. Vous avez vu, elle revascularise tout le cœur. Et voilà. Et je vous remercie de votre attention. ونحن بدورنا نشكر الدكتور أزناق على تدخل دور القيم. ومباشرة نمر إلى الأسئلة. نبغي من الإخوان يكونوا مركزين في الأسئلة ديالهم وغادي نشكروا الدكتور عاوتاني أزناق في مكانكم. يعني لا داعي للعبارة ديال الشكر والتنويه. حنا كنوهوا الدكتور أزناق وجميع المتدخلين معنا. الإخوان يكونوا مختصرين وندوزوا مباشرة الأسئلة تكون مركزة وفي وقت وجيز. الله يجزيكم بخير. نسجل التدخل الأول. Exposé. Merci Association Tadamoun, merci à tous les autres associations. Je veux savoir, docteur, s'il vous plaît, la différence entre l'angine de poitrine et l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'elles sont différentes ou est-ce qu'elles sont les mêmes ou quel est le degré du danger? Je veux savoir aussi, en bref, par exemple, les sortes de médicaments qui sont déconseillés pour les gens qui ont une embolie pulmonaire et aussi les gens qui ont des problèmes asthmatiques. Est-ce qu'ils courent un risque d'être affectés par une embolie pulmonaire? Merci. Oui, je vous remercie pour votre question. Donc, pour vous rappeler donc, la différence entre l'embolie pulmonaire et l'angine de poitrine, et le malade, il a mal à la poitrine parce que son cœur a besoin de plus de sang et ce sang n'arrive plus. D'ailleurs, la notion importante, c'est que
L'angine de poitrine, c'est une maladie qui est très fréquente. C'est la douleur qui survient à l'effort. المريض ملي كيكون جالس ما عنده والو كيقول لك ملي كنطلع الدروج ولا ملي كيبرد الحال ولا ملي كنتخلع ولا كيخلعوا شي واحد ولا هذه ولا ملي كيتنيرفا شحال واحد ملي كيتخاصم كيحد صدرو كيتزير عليه. هذا سي لو كور كيما قلنا قبيله لو كور il bat à 65 par minute. Quand le malade, le cœur il bat à 80, le malade il a mal. Et ce sont des gens qui décrivent bien la douleur. D'ailleurs, il y a un signe très important, ils sont soulagés par la trinitrine. C'est tous les dérivés nitrés, nitroderme, etc. Ils ont l'habitude. Car le nitroderme qui la trinitrine, elle ouvre les vaisseaux coronaires. Le malade il est soulagé. Pardon. Donc ça c'est l'angine de poitrine. L'embolie pulmonaire, qui maintenant c'est autre chose. L'embolie pulmonaire, le cœur il va très bien. Ce qui ne va pas bien, ce sont les veines. Ce qui ne va pas bien, ce sont les veines qui sont, au lieu que le sang soit liquide, il y a un caillot de sang. Ou avec le caillot de sang, il est monté dans le cœur et il est parti dans les poumons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit embolie pulmonaire, c'est-à-dire c'est un vaisseau qui est parti d'un endroit pour aller dans les poumons. Alors, les médicaments qu'il ne faut pas donner, je dirais surtout ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut rien donner. Pour ce genre de malade, tout ce qu'on peut donner, c'est quelque chose pour la douleur. On a toujours le droit de donner du paracétamol, de donner quelque chose contre la douleur. Ça soulage un peu les malades. D'ailleurs, quand ça ne les soulage pas, c'est que c'est grave. Ce qu'il faut surtout faire, c'est, si on a cette notion en tête, orienter le malade, lui dire, au moins, au moins, donc, et ce qu'il faut, parce que ces malades, ce qui va leur sauver la vie, c'est les anticoagulants, c'est l'héparine. Dès qu'on les met sous héparine, au bout de quelques heures, voire au bout de 24 heures, le caillot commence à diminuer, parce que nous on leur donne de la morphine et tout ça pour les soulager, donc les gens ils sont guéris. Est-ce qu'il peut faire une embolie pulmonaire? Mais ce sont des terrains qui sont fragiles, c'est-à-dire une embolie pulmonaire qui survient chez un malade asthmatique, c'est beaucoup plus grave. Parce que vous voyez déjà les poumons d'yellow, ils ne respirent pas bien. Si en plus il a un problème de sang qui ne passe pas dans l'artère pulmonaire, c'est encore beaucoup plus grave. Docteur Aïcha Bourish, je suis médecin interne à l'hôpital Hassan II. Donc j'aimerais bien remercier Dr Aznag pour cet exposé. Donc, et j'aimerais ajouter quelque chose. Donc c'est que quelle que soit la personne qui se trouve devant un patient qui présente une douleur thoracique, donc il faut juste faire un petit geste qui est de lui donner un comprimé ou bien un demi-comprimé d'aspirine de 500 mg. Ça peut lui rendre un grand service avant de l'orienter aux urgences pour faire un ECG. Puisqu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire de SAMU, pour arriver dans les 5 minutes qui suivent la douleur thoracique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, absolument, oui, bien sûr, absolument. Je n'ai pas voulu rentrer pégique ou du cardigique. Presque, les Américains le donnent à partir de 40 ans systématiquement, de prendre du cardigique tous les jours, à vie, parce que ça prévient l'angor, ça prévient l'infarctus, ça prévient l'AVC, etc. Mais c'est vrai, si on ne sait pas quoi faire, on donne l'aspégique, c'est très bien. Oui, docteur Kimoudi, généraliste à Tiznit. Erreur et on perd souvent des malades pour une douleur thoracique alors que le malade présente une infarctus du myocarde et on le traite. Alors ma question, dans le rôle préventif, quel est le rôle de l'aspirine dans la prévention de la phlébite et de l'angine de poitrine? Secondo, la levée précoce chez la femme qui vient d'accoucher ou bien l'opérer, parce que tout à l'heure vous avez parlé que du plâtre, de l'immobilisation. Alors il y a un autre phénomène, c'est la femme qui vient d'accoucher ou bien l'opérer. Quel est le geste à faire devant une pharmacie? Nous sommes devant des aides-pharmaciens. Quel est le geste à faire devant une pharmacie une fois que le malade se présente à la pharmacie pour une angine de poitrine? Est-ce que lui donner un aspirine ou bien préparer de faire un massage cardiaque? Merci. Merci pour votre question. Donc concernant la phlébite, je pense que maintenant les recommandations elles sont claires. Ce qu'il faut surtout, c'est la prévention. Donc vraiment, nous par exemple à la clinique, tous les malades systématiquement, quand ils sont hospitalisés et qu'ils ne bougent pas, ils ont de l'héparine à bord moléculaire à dose préventive.
C'est vraiment ça, c'est systématique. Tous les malades. C'est-à-dire, il n'y a pas de malade qui reste allongé sans anticoagulation préventive. Bon, malheureusement, il y a des... Bon, ça dépend, je pense, ça dépend des moyens, ça dépend des endroits, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui, malgré des hospitalisations longues, malgré des immobilisations prolongées, ils n'ont pas de traitement anticoagulant. Et je crois qu'il faut... c'est ça, à mon avis, si je dois insister sur quelque chose, c'est sur la prévention. Parce qu'il n'y a pas de secret. Et puis, il y a des gens, surtout des femmes, en période, donc, le problème péripartum, ou bien pour des problèmes gynécologiques, etc. Il y a des gens qui sont, quel que soit ce qu'on fait, ils font. Moi, j'ai vu des gens qui sont bien anticoagulés et qui ont fait des phlébites parce qu'ils ont été opérés d'un problème du bassin, ou bien parce que... Mais la notion fondamentale, c'est ne pas hésiter à mettre les malades sous anticoagulants. Il vaut mieux avoir peut-être un petit accident hémorragique éventuellement, mais ne pas risquer d'avoir une grosse embolie pulmonaire chez une malade qui vient d'accoucher, par exemple. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, pour la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire devant une douleur thoracique, devant une pharmacie. C'est une question... c'est une question pas facile parce que je me rêve, il n'y a pas les choses ne sont pas encore codifiées. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire une chose, si les gens partent avec un message, quand on suspecte une angine de poitrine, il faut que le malade aille dans un centre de cardiologie. Bon, bien sûr, je ne vais pas dire ça pour que le malade vienne à la clinique, c'est pas le but. Mais vraiment, le but, c'est que il faut que les gens comprennent qu'au moins, au pire des cas, le malade ne doit pas rentrer à la maison avec un traitement. Il faut qu'il aille au moins voir un médecin qui l'oriente correctement, ou bien on l'envoie à un cardiologue. Le problème, c'est que ça tombe à 19h, à 22h, samedi, dimanche. Il faut vraiment qu'il aille à un endroit où il peut être pris en charge sur le plan cardiologique. Maintenant, le massage cardiaque, il est indiqué si le malade est fébrile ou si le malade fait un arrêt cardiaque. Je pense que c'est une urgence. Là, les gens, ils n'ont pas le choix. Mais le massage cardiaque, je pense qu'il faut que les gens soient formés pour ça, parce que c'est pas si évident que ça. Nous, on le voit même dans des centres spécialisés, des gens qui ne savent pas masser. Ce serait peut-être, moi, personnellement, si vous voulez, je suis prêt pour la prochaine fois à ce qu'on fasse des séances de formation pour, par exemple, en Europe aujourd'hui, il y a des défibrillateurs partout, vous le savez, des défibrillateurs dans les supermarchés et dans certains endroits. Pourquoi? Parce qu'un défibrillateur, ça sauve vraiment la vie. Le malade, le cœur, il bat comme ça. Quand le cœur fibrile, il fait comme ça. C'est comme s'il est arrêté. Le malade, il fait un infarctus. L'artère est tellement importante, le sang n'arrive pas, le malade, il fibrile. Si on le défibrile, le malade, il est sauvé. On pose 2 trucs sur le thorax, on appuie sur un bouton, boum, le cœur, il est défibrilé et on peut transférer le malade. Ou d'abord, en Europe, il y a vraiment, moi je l'ai vu, un supermarché, il y a une glace, briser la glace en cas de danger, et c'est marqué, débrancher, appuyez sur le bouton, charger, mettez sur le malade, si un jour les gens pensent au moins le mettre dans les pharmacies, ce serait vraiment une bonne chose. Moi personnellement, je suis prêt pour que si les gens ils veulent se former et tout ça. Voilà, avec plaisir. Salam alaikum. Voilà, c'est juste là une question concernant les asthmatiques, s'il vous plaît. Je sais que normalement un asthmatique ne peut pas prendre un aspégique. Et c'est déconseillé normalement. Et non. Donc c'est une fausse. Non, c'est une fausse information. C'est pas du tout contre-indiqué, non. J'avais toujours ça dans la tête. Normalement, ne peut pas prendre un aspégique. Non, l'aspégique, c'est pas du tout contre-indiqué, non. Chez l'asthmatique, il peut prendre l'aspégique, pas de problème. Aussi, sans problème, l'aspégique, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas prendre des grosses doses, mais donc ce qui est contre-indiqué pour l'aspégique, c'est les problèmes gastriques et les problèmes des gens qui ont déjà saigné, voilà, et puis être prudent chez la femme enceinte et tout ça, mais chez l'asthmatique, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Pas de problème. Je remercie docteur, je remercie l'association Tadamon, je remercie tout le monde. Ma question
c'est la relation, l'utilisation forte de corticoïdes, puisqu'ils ont une effet sur la douleur thoracique. En plus, il m'arrive des ordonnances comme ça. On trouve des anticoagulants dans les personnes qui font des interventions, c'est-à-dire gynécologiques ou bien partout. Et on a de l'héparine ou bien dans des ordonnances. Et ils nous disent, ces patients-là, ils nous disent que pas de problème de ne pas prendre ça. C'est pour fluidifier le sang. Est-ce qu'il est obligatoire de prendre ça? Et merci. Oui. Bon, pour les corticoïdes, pour la douleur thoracique, ils n'ont aucune place, hein, vraiment. La corticothérapie, c'est un traitement qui est, comme vous le savez, je pense tous, qui est très dangereux et qui a des places précises. C'est-à-dire la corticothérapie, il faut vraiment qu'elle soit bien indiquée dans un cas précis et on ne donne pas les corticoïdes comme ça. Maintenant, dans le cadre de la douleur thoracique, il n'y a absolument rien à voir. Ce qu'il faut donner, il faut soulager le malade. Donner toujours du paracétamol d'abord. Donner toujours un peu d'aspégique quand on pense à l'infarctus. C'est toujours bien de donner une petite dose d'aspirine. C'est très bien. Ça rend vraiment service parce que ça fluidifie le sang et ça empêche que le caillot qui est dans la coronaire continue à évoluer pour fermer. Donc vraiment, on rend service parce que nous, quand le malade arrive à la clinique, l'une des premières choses qu'on fait, c'est de l'aspégique en perfusion. Mais pour les corticoïdes, je ne crois pas. Cette intervention et que le malade va se réveiller dans les heures qui suivent et il va s'asseoir à son lit, il va bouger, on ne donne pas d'héparine, on ne donne pas. Si le malade va rester allongé pendant 24-48 heures et on est en présence d'une femme qui est grosse, qui a déjà fait des problèmes de phlébite pendant l'accouchement, tout ça, il faut donner. C'est le médecin qui juge. Mais pour moi, personnellement, dès que le malade doit rester allongé pendant un certain temps, on le met sous anticoagulant parce que c'est des choses qui arrivent chez tout le monde. D'abord, je me présente déjà. Hatim, de la société paramédicale Ami Santé d'Agadir. Je vais juste poser une petite question, docteur. Est-ce que le diabète est surtout la cause la plus principale qui peut mettre le patient en danger? Et je pourrais savoir c'est combien pour la tension artérielle, combien on peut trouver chez un patient qui souffre d'une angine de poitrine. Et merci. Le diabète, effectivement, c'est l'une des causes, c'est l'une des maladies qui sont responsables des lésions cardiovasculaires, que ce soit du cœur ou des vaisseaux. Donc vraiment, le diabète, c'est une maladie contre laquelle il faut lutter. Et un diabète, c'est quelque chose qu'il faut traiter à vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement diabétiques et qui sont traités, mais qui sont maltraités. Parce que le médecin, il fait son travail, mais le malade ne fait pas son travail. Le malade ne prend pas son traitement correctement, ne suit pas son régime, ne prend pas l'insuline comme il faut, ne maigrit pas, ne fait pas d'efforts. Le médecin, il donne l'ordonnance, il explique au malade, كيجيك المريض كيقول لك مرة كيشرب اتاي كياكل الدلاح كيدير هادي il pèse 90 kilos وكيقول لك الحمد لله بخير. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les vaisseaux des reins vont se boucher, il va avoir besoin de dialyse, les vaisseaux du cœur vont se boucher, il va faire un infarctus, les vaisseaux du cerveau et tout ça. Donc vraiment, le diabète, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est très, très, très nocif. Et nous, les malades qu'on voit, je dirais, à 60%, c'est des diabétiques. Donc vraiment, le diabète, c'est une maladie très très sérieuse. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié, excusez-moi. Bon, la tension, il faut toujours avoir une tension normale. Qu'on ait une angine de poitrine ou qu'on n'a pas une angine de poitrine, le médecin cherche toujours à avoir une tension normale autour de 14. Inférieure à 14, il ne faut pas qu'elle monte. Donc si le malade vient parce qu'il est diabétique et il a d'autres facteurs de risque et qu'en plus il est hypertendu, donc on traite l'infarctus et l'angine de poitrine, mais il faut aussi traiter l'hypertension parce que ça va donner d'autres lésions. Avant de poser mes questions, je tiens tout d'abord à remercier M. le docteur Aznag pour la façon dont il a débordé le sujet.
Je veux dire par là la simplicité, la façon de convaincre et le choix des exemples simples. De même, je félicite l'association Tadamon pour le choix de ce thème très important. En ce qui concerne mon intervention, elle se base sur deux questions. Primo, quel conseil peut-on donner à un fumeur qui souffre souvent de la douleur au niveau de la cage thoracique? Deuxième question, comment agir devant un patient âgé qui respire difficilement en attendant qu'il soit transporté à l'urgence? Merci encore une fois. Excusez-moi, la deuxième question, j'ai pas entendu. Comment agir devant un patient âgé qui respire difficilement en attendant qu'il soit transporté à l'urgence? Merci, docteur. Je vous en prie. Le malade qui fume et qui a mal à la poitrine, il ne faut pas qu'il fume. Il faut vraiment qu'il arrête de fumer. Et le malade qui a mal à la poitrine, comme je vous ai dit, c'est une douleur thoracique. Il a quel âge? Surtout s'il a au-delà de 45-50 ans, il faut vraiment essayer d'approfondir pour éliminer un problème cardiaque. Alors, maintenant que vous avez posé la question, je vais aborder juste brièvement une autre face du problème. C'est que le malade qui n'a pas d'infarctus, qui a des facteurs de risque, il est âgé, il fume, il est hypertendu, il est diabétique, il a ça dans la famille, et qui fait une angine de poitrine. Je dirais, des fois c'est bien, si ce malade tombe entre de bonnes mains, c'est quelqu'un qui a de la chance. Il va avoir une coronarographie et il va être opéré ou dilaté, et souvent ce sont des gens qui vont peut-être mourir d'autre chose, mais pas du cœur. Maintenant, le malade, nous on n'a pas de douleur thoracique, on a un certain âge. Alors, soit on n'a jamais eu mal, la personne dont vous parlez, il fume, de temps en temps une petite gêne, parce que il ne faut pas non plus avoir peur qu'à chaque fois qu'on a mal au thorax, on a un infarctus, on a une embolie pulmonaire, mais quelque part, c'est bien. Des fois, si on fume et qu'on a un certain âge, qu'on a une petite gêne, ça fait réfléchir. Alors, moi, personnellement, je conseille à tout le monde, à partir de 45 ans, surtout si on a des facteurs de risque dans la famille, de voir un cardiologue pour un examen. Faire un électrocardiogramme, ça ne coûte rien du tout, peut-être même une échographie, mais il y a un seul examen que vous pouvez exiger à votre cardiologue, ça s'appelle l'épreuve d'effort. C'est très important. À partir de 40, 45, 50 ans, si on a le moindre facteur de risque, il ne faut pas attendre de faire un infarctus, il faut faire une épreuve d'effort. C'est comme je vous ai dit, la douleur cardiaque, c'est toujours une douleur qui survient à l'effort. Vous allez chez le cardiologue, il va vous faire monter sur un vélo, et il va vous mettre des électrodes, et on va vous mesurer la tension artérielle, et on mesure, et on regarde le rythme cardiaque et l'électrocardiogramme. L'épreuve d'effort, par exemple à Agadir, il y a 3 ou 4 endroits où on peut faire l'épreuve d'effort, donc c'est vraiment, ça existe un peu partout. Et l'épreuve d'effort, c'est fondamental, parce que la personne qui n'a rien, elle va pédaler, elle va faire un effort considérable, l'électrocardiogramme est normal, la tension est normale, il n'y a pas de douleur, tout va bien. Le malade, il rentre à la maison, il va mener sa vie normale. Le malade qui monte sur le vélo, qui fait un effort, et qui, au bout de 5-10 minutes d'effort, il a la douleur thoracique typique de l'infarctus, de l'angine de poitrine, et puis on a un électrocardiogramme qui montre qu'il y a une lésion au niveau d'une des artères, on stoppe l'épreuve d'effort, on laisse le malade se reposer, et on le programme pour une coronarographie dans la semaine ou dans les 10 jours, on fait la coro, on trouve un vaisseau bouché, il est dilaté, et le problème est guéri. Et ça, c'est vraiment une question très intéressante, c'est-à-dire un malade qui a un certain âge, qui commence à avoir une gêne, ou même qui n'a pas de gêne, mais qui a des facteurs de risque dans la famille, ou bien qui a des facteurs de risque lui-même, il faut qu'il fasse une épreuve d'effort. Il ne faut pas attendre de faire l'infarctus quand tu montes les escaliers, ou quand tu fais un effort, ou quand tu... Donc ça, c'est très important. L'association l'OIM des pharmaciens Gmif Samara. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre thème qui est vraiment très important. Ma question, c'est pour les gens qui ont été opérés suite à un infarctus du myocarde. Ils sont soumis à ce traitement
et des analyses de TP, qui sont les médicaments déconseillés. Ma deuxième question pour les femmes ou bien les gens qui sont obèses. Le régime alimentaire pour ne pas tomber sur une phlébite ou bien pour un infarctus du myocarde. Et merci. Donc pour la première question, les gens qui sont opérés du cœur et qui ont un traitement anticoagulant, ce sont des malades qui sont opérés la plupart du temps, je dirais même tout le temps, de valves cardiaques. Donc ce n'est pas des problèmes de coronaire, ce sont des problèmes valvulaires. Si vous parlez des gens qui sont sous syndrome, qui sont sous antivitamine K, ce sont des malades qui ont eu des valves qui sont des prothèses valvulaires, c'est-à-dire ce sont des valves artificielles. Ces valves artificielles, vous savez que le corps humain, il y a dans les vaisseaux sanguins, tous les vaisseaux sont tapissés par une couche qui s'appelle l'endothélium. Et cette couche, dès que le sang rencontre une surface qui n'est pas la surface du vaisseau, le sang se coagule. C'est comme ça. Et les gens qui ont une valve cardiaque, ce sont des valves artificielles. Le sang, quand il touche la valve, il se coagule. Donc ces malades, ils doivent avoir un traitement anticoagulant à vie. C'est une question intéressante que vous avez soulevée parce que il faut vraiment, quand vous voyez ce type de malade, systématiquement leur demander s'ils font un contrôle de leur TP et de leur INR, parce que des fois il y a des gens qui prennent du Syntron pendant des années et qui ne contrôlent jamais. Donc ça c'est très important. Pour la deuxième question, pour les femmes obèses, la réponse elle est simple, il faut qu'elles maigrissent. Il n'y a pas de... Le régime en lui-même, les régimes en ce moment, on est en train de revoir beaucoup de choses dans les régimes alimentaires. Le meilleur régime pour tous les malades, que ce soit obèse ou diabétique ou quel qu'il soit, c'est un régime où le malade mange de tout, mange tout ce qu'il veut, mais par contre à petite quantité et surtout fait de l'exercice physique. Souvent, si vous posez la question à la femme obèse, vous allez trouver, même si elle mange un petit peu, mais elle ne bouge pas du tout. Elle a peut-être la télécommande, elle regarde la télé en permanence. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour maigrir, c'est équilibrer son alimentation, bien sûr manger beaucoup de légumes, éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est graisse d'origine animale, et surtout faire un effort physique considérable. Voilà.